fait le bilan du mois d'octobre, comme chaque dernier vendredi du mois, avec Jean-François Bay, qui est à nos côtés en plateau, directeur général de Cantalis. Bonjour et bienvenue, Jean-François. Bonjour Grégoire. Oui, je le disais, alors sur le plan, prenons le CAC 40 comme référence indicielle. Le mois d'octobre se termine mieux qu'il n'avait démarré. On démarre à 6500 points sur le CAC et on atteint quasiment 6800 points en cette fin de mois d'octobre. La question, c'est est-ce que les flux sont venus accompagner cette performance des marchés actions sur le mois écoulé? Oui, effectivement, le mois d'octobre est positif sur les fonds actions. Donc, on est de l'ordre de 23 milliards de collecte, pour l'instant, on estimé, puisque le mois d'octobre n'est pas terminé. Oui. Mais en tout cas, les estimations Cantalis montrent que ça sera un bon mois d'octobre, un bon mois pour les fonds actions en Europe. Vous vous souvenez, on avait connu un petit peu un coup de mou sur septembre. L'été, septembre, il y avait des inquiétudes. On commençait à parler de changement de régime. Et donc, les investisseurs inquiets de ces différents sources de problèmes avait plutôt marqué le pas, et on se retrouve aujourd'hui avec un retour des investisseurs sur les actions. Je pense que les investisseurs, d'une part, considèrent qu'il n'y a pas d'alternative, c'est le célèbre scénario TINA, there is no alternative. Quand je vous dis qu'on est sur des niveaux de taux très bas et que l'inflation pointe le bout de son nez, et si c'est 2-3% d'inflation en France ou en Europe, à un moment donné, il faut quand même aller investir. Le livret A ou le fonds en euros n'y suffira pas, et c'est valable pour tous les allocataires d'actifs. Et donc, quelque part, on continue à se réorienter sur le moteur de performance action. Et je pense aussi que les marchés au mois d'octobre ont accepté le concept des banques centrales vendues par les banques centrales qui vont maîtriser la situation. Et donc, quelque part, on voit que les banques centrales sont à la manœuvre, beaucoup plus actives que ces derniers mois. Donc, c'est en train, j'allais dire, de rassurer quelque part, même s'il y a des zones d'inquiétude toujours, les marchés. On a vu récemment donc, le discours de la BCE avec Christine Lagarde qui était très rassurante sur la croissance, avec une acceptation, en fait, une asymétrie sur l'inflation qui était le cas depuis un certain temps. Les banques centrales acceptent cette asymétrie sur l'inflation. Les banques centrales aussi, j'ai noté la banque néo-zélandaise qui a déjà commencé à augmenter ses taux directeurs. La Banque du Canada qui a expliqué qu'elle arrêtait le quantitative easing mais qu'elle allait augmenter les taux directeurs. L'Angleterre, les États-Unis, la Corée, etc., le Japon. Donc il y a, j'allais dire, un petit peu des flux, des cycles où certaines zones sont plus en avance et ont envie de maîtriser ce risque inflationniste. Nous, j'allais dire, en Europe, on est un petit peu en retard dans le cycle, donc on voit que la Christine Lagarde est plus zen. Essaye de temporiser. De temporiser, mais en tout cas... Mais c'est plutôt un message rassurant, vous dites. Les marchés actions, les investisseurs actions regardent plutôt l'accélération des normalisations des politiques monétaires comme quelque chose de rassurant à ce stade au regard de la pression inflationniste. En fait, on avait peur que les banques centrales soient en retard sur le cycle et acceptent cette asymétrie au point d'avoir une spirale inflationniste. Donc là, elles nous disent non, on contrôle, ne vous inquiétez pas, s'il faut augmenter les taux directeurs ou diminuer le quantitative easing ou faire les deux, on le fera. Et quelque part, vous avez cet aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis, le taux de 30 ans qui a baissé, le taux de 2 ans qui a triplé, je crois, en un an et doublé en un mois. Et donc, les marchés s'ajustent. Ce qui est accepté par l'ensemble des marchés. Est-ce que ça sera aussi simple que ça? On ne sait pas. Toujours des discussions autour de l'inflation, mais on voit qu'aux États-Unis, c'était plutôt 5,4% sur un an. On est autour de 4,5% sur un an. Le ralentissement de la croissance aux États-Unis, j'allais dire, est venu rassurer quelque part un petit peu. Il y a sur les questions de surchauffe, puisqu'on est à 2% de croissance au troisième trimestre 2021. Et du coup, quelque part, ça donne du grain à moudre pour les stock pickers et les bond pickers en disant, bon, vous avez connu la période virus, vous avez connu la période vaccin, le one-way, le mouvement technique incroyable sur début 2021. Là, on rentre dans une période plus compliquée de stock picking à la lueur de l'inflation. Donc le facteur, c'est le facteur inflationniste. Et quelque part, du coup, c'est je favorise les stock pickers, je favorise toujours les fonds ISR. Et on voit, j'allais dire, cette lecture sur des entreprises, les cycliques, des sociétés comme Heineken qui envoient des profit warnings en disant attention, moi, société, producteur de bière, j'ai un petit peu de mal et dans ma chaîne de production et dans ma consommation. On a vu les résultats d'Apple et d'Amazon où on distille un peu aussi des sujets sur la chaîne de production et les problèmes d'inflation et de hausse des salaires.
Et puis les banques qui performent bien, l'immobilier qui pose question. Donc on a eu Unibail qui a été un peu chahuté ces derniers jours. Donc je pense que c'est vis-à-vis des États, vis-à-vis des gérants de portefeuille, vis-à-vis des investisseurs, cette dimension inflation hausse des taux qui maintenant sert un peu de juge de paix, de guide pour les marchés. Et c'est ce qu'on retrouve dans les flux. Donc on a de la collecte sur les actions et sur les stock pickers. On a de la collecte sur les obligations, les fonds obligataires, plus que ce qu'on a sur l'inflation, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et on a aussi de la collecte sur le fonds monétaire, en disant tiens, on va se mettre, s'exposer sur des taux variables et avoir de la poudre sèche s'il faut réinvestir. Donc c'est un mois d'octobre à la fois rassurant, mais à la fois qui montre qu'on est dans cette période de ce changement de paradigme où les investisseurs font confiance aux gérants actifs. Oui, on le voit en termes de collecte. Là, je regardais vos chiffres, effectivement, précisément sur le mois d'octobre. La collecte dans les gestions actives est plus de 2 fois supérieure à la collecte de la gestion passive sur ce mois d'octobre. Les 3/4 de la collecte au mois d'octobre sur les actions se positionnent sur des fonds actifs. L'autre élément aussi qui change, c'est que les investisseurs reviennent sur l'Asie, par exemple. Donc il y a un marché qui est quand même moins bien performé. Et donc, on va rechercher des opportunités sur l'Asie, la Chine, qui est venue calmer un petit peu le sujet Evergrande, qui est venue... donc il y a un retour d'une sorte de normalisation qui profite aussi à l'Asie et aux pays émergents, et même aux États-Unis. Donc, il y a plus une lecture pays par pays sur la collecte, et toujours la collecte qui est entre les mains des anglo-saxons. Désolé, mais c'est moins vers les gérants locaux. Et donc, si vous voulez revenir sur l'émergent, l'Asie ou les États-Unis, vous faites confiance aux grands gérants mondiaux. Et les grands gérants mondiaux, c'est BlackRock, anglo-saxons, JP Morgan, Co. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que pour l'instant, encore une fois, les investisseurs voient l'accélération des normalisations des politiques monétaires comme étant plutôt une bonne nouvelle qui permet d'évacuer un risque de surchauffe inflationniste. C'est bien comme ça qu'il faut lire les choses. Alors je pense que les marchés, on est sur une ligne de crête, veulent absolument éviter les risques extrêmes, récession, inflation. Il y a un an, on parlait de récession et de déflation. Aujourd'hui, on parle d'inflation. Peut-être que dans un an, on se reverra et on parlera à nouveau de déflation. Le creux de croissance sera peut-être fort. Et donc, du coup, les gérants et les investisseurs veulent éviter ce risque un peu bipolaire. Et donc, le fait même qu'il y ait des banques centrales qui soient toujours à la manœuvre, qui rassurent, qui communiquent, puis on est en plein dans on est dans la séquence, là. Dans la séquence. Du coup, il y a un pilote dans l'avion. Et quelque part, on continue du coup à déployer ces capitaux, puisqu'on n'a pas trop le choix en même temps, vu les niveaux de taux d'intérêt. Je pense que c'est quelque chose pour rassurer en fait les investisseurs. La ligne directrice, c'est les banques centrales et les gouvernants. Les gouvernements, on est en Europe relativement protégés. La crise Covid s'est calmée. Les gouvernants parlent de plan de relance. Il y a des élections françaises, des élections allemandes qui sont plutôt moins orthodoxes et plus plan de relance. Donc, quelque part, ça donne aussi un avantage aux entreprises européennes dans ce panorama. L'Europe caracole, je fais jeu égal sur les actions internationales, les actions américaines. Il y a un petit plus sur les actions américaines, mais globalement, l'Europe tire très bien son épingle du jeu. Donc ça, pour les investisseurs, c'est aussi rassurant, même les investisseurs individuels. Vous allez terminer l'année, vous avez fait plus 20% sur le CAC, vous repartez sur 2022 et vous continuez à déployer sur des unités de compte et votre PER, vous allez bien l'investir quelque part. Donc, quelque part, l'Europe a une séquence aussi positive. Avec une BCE dans le monde des banques centrales qui est encore un peu plus en retard que les autres, peut-être. Enfin, pas du tout au même niveau de cycle que des banques comme Banque du Canada, Banque d'Angleterre, voire la Fed demain. Oui, avec 5,5% d'inflation aux États-Unis, 4,5% de croissance des salaires aux États-Unis, vous vous posez des questions sur un risque inflationniste. En Europe, on n'en est pas encore là. On a un taux de chômage qui est encore élevé, une consommation qui reste une croissance qui reste encore atone, même s'il y a un rebond post-Covid, et une banque centrale qui est en retard un peu sur le cycle, donc pas trop de soucis. On verra si les 4,1% d'inflation, donc marqués en zone euro pour le mois d'octobre sur un an, si ce chiffre est un pic et si l'inflation décélère un petit peu quand même. Après, encore une fois, c'est ce qui est dans la feuille de route et dans les cartes pour 2022. C'est qu'on va avoir quand même
décélération à un moment et de la croissance et de l'inflation. Et des prix de l'énergie. Pour l'instant, on est dans cette phase de hausse de l'énergie qui vient aussi, qui est problématique pour beaucoup d'entreprises. Et ça ne freine pas, alors pour conclure avec vous là-dessus, ça ne freine pas l'appétit des investisseurs et des clients pour les stratégies ISR? Alors non, au contraire. Au contraire, on est toujours dans une bascule vers l'investissement environnement, social, gouvernement, mais beaucoup environnement, beaucoup climat. Encore au mois d'octobre, c'est 1 euro sur 2 sur les fonds ISR. Sur un an, c'est pratiquement 200 milliards investis sur les fonds actions ISR contre 145 milliards sur les non-ISR. Donc on voit que c'est plus d'1 euro sur 2 qui continue à s'investir sur l'ISR. Il y a une bascule. Les investisseurs ont compris qu'il fallait financer cette transition climatique. Est-ce que le marché pourra absorber tous ces capitaux? Est-ce qu'il n'y a pas une bulle ici ou là? Est-ce qu'on n'est pas trop en retard? Donc les plus radicaux voudraient que ça aille beaucoup plus vite. Les plus financiers raisonnables considèrent qu'il faut faire attention de ne pas aller trop vite. On en est là, mais en tout cas, les investisseurs sont toujours très friands de fonds ISR. Bon, on verra ce qui ressort de la COP26 en la matière, avec des réunions au sommet qui doivent commencer à partir du début de la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés, le directeur général de Cantalis.